Les mémoires de Sacha. Le 18 mai, jour de la résurrection de Sacha, restait gravé dans mon cœur. Mais, à cause de mes tournées annuelles, je n'avais jamais pu fêter l'anniversaire de sa libération avec lui. Au sens spirituel, cependant, ni le temps ni l'espace ne pouvaient m'éloigner de lui, ou effacer de mon souvenir ce jour, objet de tant d'espérance et de tant d'efforts durant ces longues années d'incarcération. En ce 18 mai de l'année 1910, le télégramme qu'il m'adressa me trouva à Los Angeles. Je ressentis une joie immense en apprenant qu'il avait décidé d'écrire ses mémoires de prison. Combien de fois ne l'avais-je pas encouragé à mettre par écrit ses années d'emprisonnement, convaincu que les coucher sur papier l'aideraient à se délivrer des fantasmes qui l'empêchaient de revenir à la vie. Il en avait enfin pris la décision ce jour, notre jour, qui représentait le moment le plus important de son existence, comme de la mienne. Je l'avisai aussitôt que je serais de retour sous peu pour le décharger de ses responsabilités dans la gestion de Mother Earth, et que je veillerais à ses besoins pour le restant de l'été. Je prévoyais également de me consacrer à l'écriture et à la révision des textes de mes conférences en vue de leur publication. Ben m'avait mis cette idée en tête et n'avait cessé d'en parler pendant toute la tournée. Je ne pensais pas parvenir à dégager le temps nécessaire, ni d'ailleurs à trouver d'éditeurs prêts à accepter un texte de moi. Mais Ben imaginait déjà que ce recueil ferait les meilleures ventes de nos meetings, et il était bien difficile de résister à son optimisme et à son obstination. Habituellement, lorsque nous avions terminé une tournée, Ben restait à Chicago avec sa mère, à qui il était très attaché. Cette fois, je souhaitais sa présence à New York. Je pourrais ainsi passer plus de temps avec Sacha et écrire moi-même. Mais Ben avait soif de voyage, toujours autant qu'à l'époque de ses vagabondages. Il me confia vouloir parcourir l'Europe, mais en travaillant afin de ne pas gréver les finances de Mother Earth. Qu'il fût à Chicago ou à Londres ne changeait rien, expliqua-t-il, puisque nous étions toujours séparés pendant une partie de l'été. Peu après le départ de Ben, Sacha et moi partîmes pour la petite ferme. Nous adorions la beauté de l'endroit et le repos qu'il nous procurait. Sacha dressa une tente sur une des plus hautes collines pour jouir de la superbe vue sur le fleuve Hudson. Il se mit à écrire, et pendant ce temps, je m'occupais de la maison. Depuis le départ de Sacha pour Pittsburgh, en 1892, les perquisitions avaient été nombreuses, mais j'avais réussi à conserver un certain nombre d'exemplaires de Prison Blossoms, fleurs de la prison, en anglais dans le texte. La revue qu'il avait publiée clandestinement en prison. Carl Nold, Henry Bauer et d'autres amis en avaient eux aussi des exemplaires. Leur utilité pour Sacha fut cependant négligeable en comparaison des souvenirs de ce qu'il avait enduré dans cette maison des morts vivants. Les horreurs, les affres physiques et morales qu'il y avait vécues, les souffrances de ses codétenus, il devait exhumer tout cela des profondeurs de son être et les recréer. Le spectre noir de ces 14 années recommença à le hanter à chaque instant. Jour après jour, il restait assis devant son bureau, le regard perdu dans le lointain, ou alors il noircissait du papier comme s'il était poursuivi par des furies. Souvent, dès qu'il avait rempli quelques feuillets, il voulait les détruire, et de la même manière que j'avais lutté toutes ces années pour le sauver de la mort, je devais me bagarrer pour sauver ses écrits. À d'autres moments, Sacha disparaissait dans la forêt pour échapper à tout contact humain, pour m'éviter, et surtout pour s'éviter lui-même, ainsi que les fantômes de son écriture, avait ramené à la vie. Je me tourmentais pour trouver la bonne manière et les mots justes capables d'apaiser son esprit torturé. Chaque jour, je reprenais ce combat, parce que, au-delà de l'affection que je lui portais, je compris dès le tout premier chapitre que Sacha était en train d'enfanter, dans la douleur, une grande œuvre. Je me sentais prête à en payer le prix, quel qu'il fût, pour faciliter cet accouchement. Un soir, lors de notre séjour à la ferme, je tombai et me blessai. Un jeune ami en visite chez nous, qui avait des connaissances en médecine, diagnostiqua une fracture de la rotule, mais je refusai de renoncer à la séance d'écriture que j'avais prévue pour la nuit. La jambe surélevée et une compresse froide sur le genou. Je travaillais jusqu'à 6 heures du matin. Après quelques heures de sommeil, je n'avais plus mal. Comme je devais passer la journée à New York, je me mis à préparer des provisions. Je cuisinais, confectionnant ma spécialité, des haricots à la mode de Boston, et une compote. Et je partis à pied pour la gare, distante de près de 6 kilomètres.
À l'instant où je montais dans le train, je sentis que j'avais quelque chose de grave au genou. La douleur cette nuit-là fut insoutenable, et le lendemain matin, je dus faire venir un médecin. Celui-ci confirma le précédent diagnostic d'une rotule cassée et préconisa d'opérer. 2 amis versés en médecine s'accordèrent avec son avis et suggérèrent le St. Francis Hospital. C'est là où exerce le docteur Stewart, le célèbre chirurgien, précisa l'un des deux. Il accomplira un excellent travail. Le docteur Stewart, m'éclamai-je. Pas celui qui a été appelé au chevet de McKinley? Si, tout juste, répondit-il. Quelle étrange coïncidence, remarquai-je. Tu penses qu'il y consentira quand il connaîtra mon identité? Évidemment, me rassura l'ami. De plus, tu peux t'inscrire sous le nom de Karchner. Après une radio, le docteur Stewart vint me voir pour m'expliquer que l'os du genou présentait une fracture latérale. Mais dites-moi, comment avez-vous réussi à vous déchirer les ligaments? Lorsque je lui dis que j'étais resté debout toute la journée, il leva les bras au ciel. Néanmoins, il ne prévoyait pas de m'opérer. Après une opération, les genoux ne fonctionnent jamais comme avant. Je vais vous appliquer la méthode lente, la méthode conservatrice. Elle exige plus de temps et de patience, mais le résultat final est meilleur, observa-t-il avec un pétillement malicieux dans les yeux. Démasqué, pensai-je. Cette histoire de méthode conservatrice me vise tout particulièrement. La pilule était déplaisante à avaler pour une anarchiste, mais ma vanité féminine se rebiffait contre un genou raide, et je consentis à la méthode conservatrice. On me transporta dans mon appartement, où je restai des semaines entières au lit, la jambe plâtrée et éclissée. Sacha avait pendant ce temps-là arrêté d'écrire, et pour ma part j'avais dû remettre mon livre à plus tard, ce qui m'était plus dur à supporter que la douleur au genou. Ben, en apprenant mon accident, avait écourté son séjour à l'étranger et était revenu à New York. J'étais rassuré et réconforté par sa présence, presque heureuse d'être alité. Une semaine plus tard, je revins à la ferme, sautillant de ci, de là, à l'aide de béquilles, m'occupant des tâches ménagères pour 5 personnes, passant les soirées en compagnie de Sacha et les nuits sur mon livre, que je terminais en l'espace de 2 mois. Comme je l'avais prévu, aucun éditeur ne voulut de mon manuscrit. Ben insista pour que nous publiions le livre nous-mêmes. Notre imprimeur était prêt à nous faire crédit, mais où trouverions-nous le reste du financement? Empruntons, conseilla mon manager optimiste. Nous vendrons assez au cours de notre prochaine tournée pour rembourser l'ensemble des coûts. Pendant que Ben s'occupait des affaires de Mother Earth et de la publication de mon livre, je repartis pour notre ferme à Ossining, où Sacha travaillait toujours à ses mémoires. Nous avions l'intention d'y séjourner tant que le temps resterait clément. Mais, peu après, des imprévus nous obligèrent à modifier nos projets. En effet, nous apprîmes qu'une explosion avait eu lieu dans un bâtiment du Los Angeles Times et qu'une menace imminente planait sur un groupe d'anarchistes au Japon. Les 2 affaires exigeaient une réaction ferme et immédiate de notre part, et dès les premiers jours d'octobre, nous rejoignîmes New York en toute hâte. La Merchants and Manufacturers Association, en anglais dans le texte, qui veut dire Association des commerçants et fabricants, de Los Angeles, sous la conduite de Harrison Gray Otis, propriétaire de Los Angeles Times, livrait depuis des années sur la côte ouest une guerre acharnée au mouvement syndical. Son opposition opiniâtre avait contrecarré toute tentative d'organiser les travailleurs du Los Angeles afin qu'ils puissent améliorer leur sort. Pour cette raison, Otis et son journal étaient profondément haïs parmi les ouvriers en Californie. Le 1er octobre, en pleine nuit, une explosion avait détruit un bâtiment du Times, faisant 21 victimes parmi les employés. Otis hurla à l'anarchie. La presse, l'État et l'Église s'associèrent pour attaquer tous ceux suspectés de sympathie avec les syndicats. Les prêtres se montreront souvent les plus fanatiques dans leur soif de vengeance. Avant même que les causes de l'explosion du Times ne fussent établies, on en attribua les responsabilités aux anarchistes. Nous relevâmes le défi de l'ennemi et prévînmes les travailleurs que la menace pesait non seulement sur l'anarchisme, mais aussi sur les organisations syndicales. Ce combat nous paraissait revêtir dorénavant une importance capitale et reléguer au second plan toute autre action. Sacha n'eut plus le loisir de poursuivre la rédaction de ses mémoires. Au même moment, nous apprîmes qu'au Japon, plusieurs anarchistes avaient été arrêtés et accusés d'avoir comploté contre la vie du Mikado. La principale figure du groupe était Denjiro Kotoku.
Il connaissait mieux son pays que les Européens. Lafcadio Hearn, Pierre Loti ou Madame Gauthier, qui brossaient dans leurs livres un tableau idyllique du Japon. Kotoku avait éprouvé personnellement les conditions misérables dans lesquelles les travailleurs trimaient, ainsi que la barbarie du régime politique. Des années durant, il s'était efforcé de sensibiliser l'intelligentsia et les masses populaires japonaises aux impératifs de la situation. Doté d'un esprit brillant, c'était un écrivain très compétent et le traducteur d'un certain nombre d'ouvrages de Karl Marx, Léon Tolstoï et Pierre Kropotkin. En collaboration avec Liu Sun-tso et Madame Ho-chin, il avait propagé l'anarchisme parmi les étudiants japonais et chinois à l'université de Tokyo. Le gouvernement avait jeté notre camarade en prison à de multiples reprises pour ses activités, sans parvenir pour autant à refroidir son ardeur. Les autorités décidèrent finalement de, entre guillemets, l'éliminer en l'impliquant dans ce complot contre l'empereur. Le 10 novembre, l'agence Associated Press annonça « Le tribunal spécial désigné pour juger les conjurés ayant attenté à la vie du Mikado a déclaré coupable 26 personnes, dont les meneurs Kotoku et sa femme, Suga Kano. La Cour a préconisé la peine maximum en vertu de la clause 73 qui prévoit la peine capitale pour les conspirateurs contre la famille impériale. » Il n'y avait pas un instant à perdre si on voulait stopper la main du bourreau au Japon. Aidés par nos amis Leonardi Abbott, président de la Free Speech League, nous lançâmes un mouvement de protestation qui ne tarda pas à s'étendre au pays tout entier. Des lettres et des télégrammes furent expédiés à l'ambassadeur japonais à Washington, au consul général à New York et aux journaux américains. Un comité de personnalités publiques très en vue interviewa les représentants japonais aux États-Unis. De toute évidence, cette protestation de grande envergure ne plaisait pas aux satrapes du Mikado. Ils firent tout leur possible pour noircir la réputation des condamnés et exercèrent leur pouvoir de persuasion pour convaincre notre comité d'abandonner ses actions. Nous ripostâmes en intensifiant nos efforts, organisant des réunions publiques et privées, bombardement de la presse et travail acharné pour soulever l'opinion par tous les moyens contre ce crime judiciaire sur le point d'être commis. Sadakishi Hartmann, un des nombreux amis qui participèrent à cette campagne, était un poète, écrivain, peintre et merveilleux lecteur des poèmes et nouvelles de Whitman et de Poe. Je l'avais rencontré pour la première fois en 1894. Depuis, il contribuait régulièrement à notre revue. Moitié japonais, Sadakishi était au courant de la situation au Japon et de l'affaire concernant Kotoku. À notre demande, il rédigea en faveur des camarades condamnés un puissant manifeste qui eut une large diffusion. Au mois de janvier 1911, nous nous préparâmes, Ben et moi, à partir pour notre tournée annuelle. Cette période précédant notre départ fut marquée par la publication d'une sélection de mes conférences intitulée Anarchism and Other Essays. Un aperçu biographique par Hippolyte Havel retraçait les événements significatifs de ma carrière publique. Certaines des conférences, dont les textes figuraient dans ce livre, avaient été interdites à de nombreuses reprises par la police. Et même lorsque j'avais pu les prononcer, cela ne s'était jamais passé sans peine ni angoisse. Elles représentaient 20 ans d'une lutte intellectuelle et spirituelle. L'aboutissement d'une longue réflexion et maturation. C'était à Ben que je devais l'inspiration pour écrire le livre, mais à Sacha l'essentiel de l'aide, y compris pour la révision et la correction des épreuves. Il était difficile de savoir qui de nous se réjouissait le plus de voir imprimer mon premier livre. Avant de partir en tournée, je pus également assister à l'inauguration du centre Francisco Ferrer sur St. Mark's Place à New York. Organisé grâce aux efforts de Leonardi Abbott, Harry Kelly, Sacha et d'autres amis. L'association Ferrer y mit en place des cours du soir et du dimanche pour préparer la future école moderne à laquelle nous espérions aboutir après de si humbles débuts. Je fus particulièrement satisfaite de l'événement, non seulement parce qu'il m'avait permis de lever des fonds, mais parce que Bayard Boyesen s'était engagé à rejoindre notre école en tant qu'enseignant et secrétaire. Monsieur Boyesen avait été membre du département de littérature anglaise et comparée de l'université Columbia. Profondément affecté par le calvaire de Francisco Ferrer, il avait présidé notre deuxième meeting commémoratif. Cela lui avait valu de recevoir un blâme du président de Columbia, à la suite de quoi il avait démissionné de son poste. On l'avait persuadé d'adhérer à l'association Ferrer et d'assumer la fonction de secrétaire de l'école moderne.
À ce titre, il ne pouvait s'attendre ni à un salaire ni à la gloire, mais son intérêt pour le projet pédagogique l'emporta sur toute autre considération. Partis enfin en tournée, nous ne rencontrâmes aucun incident particulier jusqu'à Columbus, dans l'Ohio. Là, nous fûmes réduits au silence et dûmes entamer une lutte pour défendre la liberté d'expression. Il se trouvait que le syndicat des United Mine Workers, en anglais dans le texte, qui veut dire travailleurs des mines, tenait simultanément son congrès dans cette ville. Ces éléments radicaux devinrent furieux suite à cette intervention policière. Ils manifestèrent dans notre salle pour protester contre l'action de la police et contre leurs propres dirigeants qui avaient rejeté une motion m'invitant à prendre la parole à leur congrès. Ce dernier m'adressa par conséquent une « invitation », curieux document qui disait ceci. « Madame, en conformité avec la décision prise par notre congrès, vous êtes cordialement invitée par la présente à prendre la parole demain 19h à 1h de l'après-midi devant les congressistes des United Mine Workers of America réunis au Memorial Hall. Suite à cette décision de notre congrès, le gardien nous a avisé que préalablement à votre allocution devant les congressistes, vous serez tenu d'obtenir l'autorisation des commissaires du comté et qu'à défaut, l'entrée vous sera interdite. Je suggérerais que vous demandiez à M. Reitman d'aborder cette question avec les commissaires afin d'éviter toute complication ou tout désagrément qui pourrait éventuellement survenir si vous vous avisiez de prendre la parole sans l'autorisation des commissaires. Je puis toutefois vous assurer qu'en ce qui concerne notre congrès, il n'y aura pas d'objection. Avec l'expression de mes respectueuses salutations, Edwin Perry, secrétaire et trésorier, UMW of A. PS. Vient d'être informé par le gardien que, quelles que soient les circonstances, les commissaires refusent de vous autoriser à prendre la parole demain matin au Memorial Hall. Fin de citation. Quand nos amis mineurs, syndiqués de base, apprirent la ruse visant à m'empêcher de parler, ils décidèrent à l'unanimité de défiler jusqu'au lieu que nous avions réservé pour notre meeting, mais auparavant de se rendre au Memorial Hall où siégeait le congrès. Ce qui arriva ensuite fut inédit. Les gardiens du Memorial Hall bloquèrent les portes, m'interdisant l'entrée, et du même coup à l'ensemble des congressistes. Même ceux qui s'étaient opposés à ce que je prenne la parole s'indignèrent et rejoignirent le cortège en route pour notre salle. L'éloquent congressiste E.S. McCullough me présenta au public, qui m'accueillit avec enthousiasme. Je constatai avec plaisir que les congressistes reconnaissaient activement la nécessité de la grève générale comme l'arme la plus efficace entre les mains des travailleurs. À Détroit, nous fûmes épouvantés d'apprendre l'exécution de notre camarade au Japon. L'assassinat judiciaire de Denjiro Kotoku, de sa femme Suga Kano, du docteur S. Oishi, physicien formé aux États-Unis, du Morichika, ingénieur agronome, et de leurs compagnons. Tout comme nos martyrs de Chicago, ils avaient commis le crime d'aimer leur prochain et de se dévouer à un idéal. « Vive l'anarchie !» avait crié Denjiro Kotoku dans son dernier soupir. « Banzai !» longue vie, lui avaient répondu ses camarades en mourant. « J'ai vécu pour la liberté et je meurs pour la liberté, car la liberté est ma vie », s'était écrié Suga Kano. L'Est avait rencontré l'Ouest, unis par le même lien du sang. Les efforts de William Marion Ready en ma faveur avaient cette fois obtenu des résultats encore plus probants que lors de mes précédentes visites à Saint-Louis. Grâce à lui et à son amie Alice Martin, qui dirigeait une école de danse, je pus prendre la parole à l'Odeon Recital Hall. Les thèmes que j'abordais, Kotoku et les victimes de la morale, attirèrent une foule de gens qui ne s'étaient jamais aventurés dans une réunion anarchiste. En revanche, les conférences sur Tolstoï et sur Justice de Galsworthy au Women's Wednesday Club se révélèrent des plats un peu trop relevés pour les palais délicats de ces dames de la Haute de Saint-Louis. Au cours de ma visite, je fis la connaissance de Roger Baldwin, de Robert Minor et de Zoé Atkins. Baldwin m'aida en organisant un déjeuner dans un des grands hôtels où je pus rencontrer un groupe de travailleurs sociaux et de réformateurs. Il facilita également les réservations du Women's Wednesday Club pour les 2 conférences sur le théâtre, excusez-moi. S'il était fort agréable, il manquait toutefois de dynamique, préférant jouer les célébrités entourées de jeunes femmes mondaines qui semblaient s'intéresser davantage aux jeunes hommes séduisants qu'à ses œuvres d'élévation spirituelle. Robert Minor, dessinateur de talent, me parut plus efficace et intéressant.
autant comme artiste que comme socialiste. Originale et pleine de vivacité, Zoe Akins se révéla un produit américain très inhabituel. De famille ultra-conservatrice, elle avait subi dans sa jeunesse des influences extrêmement réactionnaires, mais s'efforçait néanmoins dans sa vie de rompre ces liens et de trouver à s'exprimer sans contrainte. Elle passait souvent me voir à mon hôtel et me divertissait avec les récits de ses exploits lorsqu'elle se dérobait à ses parents respectables afin de passer du temps avec ses amis bohèmes. À Madison, je trouvais le professeur Ross et les autres enseignants beaucoup moins « téméraires » que lors de ma précédente visite. Ce changement reflétait sans doute le projet de loi de finances relatif à l'université en cours d'examen par la législature de l'État du Wisconsin. Que l'idée leur plaise ou non, les professeurs, eux aussi, sont des prolétaires. Prolétaires intellectuels, certes, mais encore plus dépendants de leurs employeurs qu'un simple mécanicien. Les universités d'État ne peuvent fonctionner sans dotation, ce qui expliquait la prudence dont fit preuve le corps enseignant. Les étudiants, en revanche, ne se laissèrent pas décourager. Ils vinrent en nombre bien plus important que l'année précédente. L'État du Kansas, tout comme celui du Massachusetts, vit de sa gloire passée. N'avait-il pas donné John Brown à la cause des esclaves? La voix rebelle de Moses Harman n'y avait-elle pas résonné? N'avait-il pas été le bastion de la libre pensée? Quelle qu'ait été historiquement sa prétention au progrès, le Kansas n'en avait conservé aucune trace. L'Église et la prohibition avaient manifestement administré les derniers sacrements à l'enterrement du libéralisme. La plupart des villes du Kansas se caractérisaient par un manque d'intérêt pour les idées et par une attitude de suffisance et de fatuité. Lawrence, qui abritait l'université, fit exception. Dans cette ville habituellement somnolente, un groupe d'étudiants progressistes constituait la principale source d'animation. Le plus actif parmi eux, Harry Kemp, réussit à persuader le Good Government Club, une association d'étudiants en droit, d'inviter la dangereuse anarchiste à venir les entretenir de « pourquoi les lois échouent ». Mon analyse leur ouvrit des perspectives nouvelles. Certains contestèrent mon point de vue et s'y opposèrent avec l'arrogance de la jeunesse. D'autres connurent au contraire que je les avais aidés à détecter les failles d'un système qui jusqu'alors leur avait paru parfait. Quant au meeting que nous organisions, l'assistance se composait à la fois d'enseignants et d'étudiants. Ma conférence sur les victimes de la morale se termina par un incident hilarant. À un moment donné, j'expliquais que l'homme, quelque dissolu que puissent être ses habitudes sexuelles, exigeait toujours que son épouse soit, entre guillemets, pure et vertueuse. Suivit un débat au cours duquel un homme se leva pour protester. « J'ai 40 ans et je suis resté pur !» Il avait une apparence maladive et souffrait visiblement de frustration sur le plan émotionnel. « Je conseillerais un examen médical !» répliquai-je. Aussitôt le tumulte régna dans la salle. Cette explosion d'hilarité, comme Harry Kemp devait me l'apprendre après le meeting, venait du fait que mon adversaire virtueux était un professeur de botanique qui parlait toujours avec une grande franchise de la vie des plantes, mais avec une extrême raideur des rapports sexuels entre humains. Si j'avais su que le pauvre homme était enseignant, j'aurais peut-être répondu d'une manière moins tranchante. Je détestais la suffisance, mais je regrettais d'avoir exposé ce professeur puritain à la méchanceté adolescente. J'arrivai ensuite en Californie, où couvait un grand mécontentement. Avec la révolution mexicaine et l'arrestation des deux frères McNamara, l'agitation au sein du mouvement ouvrier sur la côte pacifique était à son comble. Ricardo Flores Magón et son frère Enrique, représentants de la junte du Parti libéral mexicain, avaient démasqué le régime despotique de Díaz et l'exploitation impitoyable du peuple mexicain par des intérêts nationaux et américains. Leurs allégations furent pleinement confortées par Carlo de Fornaro dans son livre Díaz, Czar of Mexico. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça. C'est en espagnol dans le texte. Ou en anglais dans le texte, pardon. À la suite de ces révélations, cet illustre dessinateur new-yorkais fut arrêté pour diffamation criminelle et condamné à 1 an de prison. Ainsi, le gouvernement agissait en laquais au service des intérêts pétroliers américains au Mexique. Un autre ouvrage, Barbarous Mexico, de John Kenneth Turner, mettait lourdement en cause les vols légalisés des péons, P-E accent aigu, O-N-S, je sais pas ce que ça veut dire, sans défense et fustigeait le rôle ignoble joué par l'Amérique dans leur asservissement. La révolution au Mexique exprimait l'éveil d'un peuple devant les grandes injustices économiques et politiques qui sévissaient dans ce pays.
Inspiré par cette lutte, une multitude de militants ouvriers aux États-Unis, notamment de nombreux anarchistes et des membres des IWW, Industrial Workers of the World, cherchaient à aider leurs frères mexicains de l'autre côté de la frontière. Sur la côte ouest, l'esprit qui animait la révolution mexicaine imprégnait toute personne réfléchie, qu'elle fût intellectuelle ou prolétaire. Autre élément qui contribuait à tendre l'atmosphère, la reprise des tentatives d'anéantir le mouvement ouvrier. Depuis l'explosion du bâtiment du Times l'année précédente, en octobre 1910, l'agence de détectives de William G. Burns menait une véritable chasse à l'homme pour le compte du patronat californien John G. McNamara, secrétaire et trésorier de l'International Association of Bridge and Structural Iron Workers, en anglais dans le texte, qui veut dire syndicat des travailleurs de la métallurgie, fut enlevé et ramené en Californie où on l'accusa d'être responsable de l'explosion au Los Angeles Times et d'autres attentats à la dynamite. Son frère, J.B. McNamara, ainsi qu'un homme qui se faisait appeler Horty McManigal, furent arrêtés par la même occasion. Bien que la presse les dénonçât comme anarchistes, les frères McNamara étaient en réalité de bons catholiques et des membres de l'American Federation of Labor, une confédération syndicale conservatrice. Ils auraient été sans doute les premiers à ne pas apprécier l'accusation d'anarchie, car ils ignoraient tout de nos idées et du rapport qui liait celle-ci à la lutte des travailleurs. Les McNamara étaient de simples syndicalistes. Ils ne concevaient pas le conflit entre capital et travail comme une question sociale qui embrasse la vie tout entière, ni sa résolution comme bien plus que de simples augmentations de salaire ou de réduction d'horaire. Ils ne comprenaient pas qu'il s'agissait d'abolir le salariat, ainsi que tous les privilèges particuliers et monopolistiques. Si les McNamara n'étaient pas anarchistes, ils faisaient néanmoins partie de la classe exploitée, et de ce fait, nous étions avec eux. Nous interprétions leur persécution comme une énième tentative de la plutocratie d'écraser le mouvement syndical. Pour nous, leur cas ne faisait que reproduire la conspiration de Chicago de 1887 et celle de l'Idaho de 1906. Cette politique fondée sur la richesse et le pouvoir était identique en tout lieu. En Espagne, en Italie, en Russie, au Japon et aux États-Unis. Les McNamara étaient nos frères et leur cause la nôtre. Partout aux États-Unis, les anarchistes, partageant ce point de vue, se rallièrent au soutien de ces hommes qui attendaient leur destin dans la prison centrale de Los Angeles. Sur la côte ouest, l'intense réaction provoquée par ces événements trouva un exutoire partiel dans mes meetings, qui attiraient des foules énormes. Je donnais 11 conférences à Los Angeles, 2 à San Diego, 2 à Fresno et 8 à San Francisco, et je participais également à un débat. Dans la région du Puget Sound, la réponse fut tout aussi vive. Et dans les villes de Portland, Seattle et Spokane, nous accueillîmes un public nombreux à nos meetings. Depuis le procès de Haywood, Moyer et Pettibone à Boise, j'avais eu envie de me rendre dans cette ville. Mais nous n'en avions jamais eu l'occasion. Notre tournée nous en rapprochait, mais même à moins de 600 km, la distance restait non négligeable. Cependant, que signifiait 600 km pour un vieux vagabond comme Ben, ou pour une juive errante comme moi? Le fait que nous ne connaissions personne dans la ville susceptible de nous aider pour les meetings ne nous découragea pas davantage. Ce n'était pas la première fois que mon manager efficace devait travailler une terre vierge, et il allait s'y essayer à nouveau. Le temps que j'arrive à Boise, 24 heures après Ben, tout était en place pour 2 conférences du dimanche. Une ordonnance de police interdisait de faire payer l'entrée le jour du repos dominical, mais les gens de Boise savaient comment contourner la loi. La gardienne de la salle avait conseillé à Ben. « Vous n'auriez qu'à donner à chacun une brochure de la même valeur que le prix d'entrée, vous voyez ?» Le lendemain, nous nous rendîmes en voiture au pénitencier de l'Idaho, où avaient été incarcérés Haywood, Moyer et Pettibone. Depuis lors, une autre vedette l'avait intégré, l'espion Harry Orchard. Que cet homme, instrument entre les mains des policiers, qui avait aidé à piéger ses camarades, se trouva pris dans la même nasse qu'eux, paraissait un juste châtiment. C'était un desperado qui avait avoué 18 meurtres. L'État, qui s'était servi de son témoignage pour tenter de faire pendre les dirigeants syndicaux, l'avait épargné en gage de reconnaissance. Il l'aurait sans aucun doute libéré purement et simplement s'il avait osé faire face à l'élan général d'indignation.
Je ne pus m'empêcher de noter l'évidente similitude avec le nouveau crime que préparait l'État de Californie en utilisant l'espion Horty McManigal pour détruire les frères McNamara. Harry Orchard, individu trapu au teint cireux, au regard fuyant et pourvu d'un cou de taureau, était, nous dit-on, un prisonnier entre guillemets modèle, croyant et pieux. Il savait où était son intérêt, ce Judas de sa classe. J'avais l'impression de sentir quelque chose de répugnant qui rampait près de moi. Je ne pouvais rester dans cette prison à respirer le même air que lui. J'avais toujours considéré le délateur et l'espion comme les pires monstruosités humaines. L'aspect le plus étonnant de notre tournée fut l'absence d'intervention policière. Pour la première fois de ma carrière d'oratrice, je pus sans contrainte porter mon message. J'appréciais cette expérience inédite et en fis bon usage, car je savais qu'on ne me laisserait pas longtemps tranquille. Dès mon retour à New York, je me trouvais confronté à une attaque virulente, menée non par les autorités, mais cette fois par une publication socialiste. Celle-ci m'accusait de travailler pour le tsar de Russie. Cette révélation stupéfiante parut dans le numéro du 13 mai 1911 de Justice, en anglais dans le texte, de Londres, l'organe officiel de la Fédération social-démocrate anglaise. Citation. La tristement célèbre Emma Goldman s'était attaquée dernièrement aux socialistes de Milwaukee. Elle prétend que ce sont des politiciens minables dénués d'objectifs révolutionnaires. Nos, entre guillemets, impossibilistes, disent presque la même chose que nous. Emma Goldman jouit depuis bien des années d'une étonnante liberté d'action aux États-Unis. Et certaines personnes se demandent comment cette fauteuse de troupe peut poursuivre depuis si longtemps avec pareille impunité sa propagande de violence. Or, bien que l'information ait été divulguée dernièrement, le fait qu'Emma Goldman soit à la solde de la police est généralement peu connu. Dans le passé, elle avait été employée comme agente et espionne par M.A.E. Olarovsky, de la police secrète russe à San Francisco. Il en va de même dans 9 cas sur 10. Nous pouvons en être certains pour ces anarchistes, entre guillemets éminents, qui n'assassinent qu'avec leur bouche, qui ne se trouvent jamais sur place lorsqu'une atrocité se produit, et qui parvient à s'échapper mystérieusement alors que leurs acolytes sont arrêtés. Fin de citation. Au début, cette accusation folle me rendit malade, puis je me souvins qu'une diffamation tout aussi calomnieuse avait été portée contre une personne de plus grande envergure que moi, Michel Bakounine, le père de l'anarchisme. Les hommes qui s'étaient acharnés sur lui s'appelaient Friedrich Hegel et Karl Marx. Plus tard, quand les fondateurs du socialisme, par leurs méthodes démagogiques, eurent scindé la première internationale, les socialistes, où qu'ils fussent, avaient utilisé des stratégies identiques. Je me sens flatté de connaître le même sort que mon illustre camarade et estimer que mon amour-propre ne me permettait pas de m'abaisser à répondre à une telle calomnie. Il n'empêche que j'aurais donné cher pour remonter aux origines de cette satanée histoire. Il me semblait absurde que des gens sains d'esprit puissent me croire capable d'une telle trahison. Mes amis en Angleterre et aux États-Unis protestèrent vigoureusement. Des syndicalistes en firent autant sous forme de résolutions au sein de leurs organisations. En Angleterre, on réclama des preuves à l'éditeur de Justice, mais il n'en fournit aucune. Lors du dîner d'anniversaire du centre Francisco Ferrer à New York, le vieux socialiste Moses Oppenheim et mes amis Harry Kelly et Leonard D. Abbott présentèrent leur respect à l'homme responsable de cette vile invention. Suivit une lettre signée par un grand nombre d'hommes et de femmes très en vue dans le monde du travail, des arts et des lettres. Citation. Au rédacteur en chef de Justice, Londres, Angleterre. Dans un article intitulé Anarchist Agents de votre numéro du 13 mai, nous avons pris note de l'affirmation qui suit. Bien que l'information ait été divulguée dernièrement, le fait qu'Emma Goldman soit à la solde de la police est généralement peu connu. Dans le passé, elle avait été employée comme agente et espionne par M.A.E. Olarovsky, de la police secrète russe à San Francisco. Nous vous adressons la présente afin de protester de la manière la plus énergique contre cette calomnie scandaleuse. Les raisons qui vous ont poussé à salir ainsi vos colonnes en publiant pareille accusation sans la moindre preuve contre l'une des représentantes les plus dévouées et chéries du mouvement radical en Amérique dépassent notre entendement. Emma Goldman a consacré les meilleures années de sa vie à la cause anarchiste. Son intégrité est au-dessus de tout soupçon. Il n'y a pas un mot de vrai dans cette accusation. Fin de citation.
Cette lettre de protestation fut largement diffusée par la presse socialiste et libérale, mais le rédacteur en chef de Justice ne fit aucune mise au point. Mon ami Rose Strunsky, en Angleterre à l'époque, chercha à entrer en contact avec cet homme, mais il resta étrangement introuvable. Elle soumit l'affaire à M.H.M. Hinman, qui dirigeait la Fédération social-démocrate britannique, le priant de contraindre le rédacteur en chef, M. Harry Quelch, de fournir des preuves de son accusation. M. Hinman s'y engagea, mais n'en fit jamais rien. Comme tout sujet britannique respectueux des lois, M. Quelch connaissait celle de son pays sur la diffamation. J'aurais pu facilement lui intenter un procès pour calomnie. Il aurait été obligé de produire des preuves ou de verser des dommages-intérêts, voire d'aller en prison. Mais j'adhère à mes positions anarchistes et à mon refus d'invoquer la loi à l'encontre de quiconque, si scélérat soit-il. Manifestement, Quelch avait tablé sur cette hypothèse, et je n'avais aucun autre moyen de l'obliger à se rétracter. La lettre de protestation en ma faveur eut toutefois un effet. Elle le fit taire. Il n'évoqua plus jamais mon nom, ni dans son journal, ni à une tribune. Peu de temps après, une autre accusation fut portée contre moi, cette fois par le détective William G. Burns. Il déclara au cours d'une interview donnée à la presse que, entre guillemets, Emma Goldman incitait les travailleurs à contribuer financièrement à la défense des assassins McNamara. Fin de citation. Je déclarai dans la presse que non seulement j'incitais les travailleurs à y contribuer, mais que je les appelais également à porter un coup mortel à cette justice, entre guillemets, soutenue par des espions et à ce gouvernement maintenu par et pour des policiers. Qu'un détective américain soit mieux informé sur Emma Goldman que les partisans londoniens de Marx en disait long sur ces derniers. Pendant l'été, Sacha et moi partîmes, encore une fois, pour notre retraite sur l'Hudson. Et il se remit au travail sur son livre. Par chance, je n'avais pas de projet d'écriture à ce moment-là, et je n'étais plus handicapé par des béquilles. Je pouvais me consacrer à Sacha et m'occuper de son confort. Je cherchais à l'encourager dans son travail. Après avoir vécu avec lui les affres de ses années de prison, c'était désormais l'agitation de son esprit qui résonnait dans mon cœur. La fin de l'été vit ses mémoires de prison achevées. Note de l'éditeur. Alexandre Berkman, Mémoires de prison d'un anarchiste, Presse de la Renaissance, Contretemps, 1977. Fin de note de l'éditeur. C'était un document profondément émouvant, une étude brillante de la psychologie criminelle. Je m'émerveillais de voir Sacha émerger de son calvaire en artiste possédant le don rare de faire de la musique avec ses mots. « Et maintenant, m'exclamai-je, direction New York et les éditeurs. Ils seront sûrement nombreux à apprécier l'intérêt dramatique de ton œuvre, la compréhension et la compassion pour ceux que tu as laissés derrière toi. » Nous nous dépêchâmes de retourner en ville, et je commençai à démarcher les éditeurs. Les maisons les plus conservatrices, en apprenant le nom de l'auteur, refusèrent même de lire le manuscrit. « Alexandre Berkman, l'homme qui a tiré sur Frick !» s'exclama le représentant d'une importante maison d'édition. « Non, il n'est pas question que nous l'admettions sur nos rayons. »« Il s'agit d'une œuvre littéraire essentielle, insistai-je. Vous n'en avez rien à faire, ni de son interprétation des prisons et du crime. » Il confirma qu'il recherchait bien un tel livre, mais qu'il ne pouvait s'exposer au risque du nom de l'auteur. Certains éditeurs demandèrent si Sacha accepterait d'utiliser un pseudonyme. Cette proposition me déplut, et je fus remarquer que Mémoires de prison était une histoire personnelle, l'aboutissement d'années de souffrance et de douleur. Était-il concevable de demander à son auteur de cacher son identité pour quelque chose qui constituait la chair de sa chair et le sang de son sang? Je me tournai ensuite vers quelques-uns des éditeurs dits entre guillemets progressistes qui promirent de lire le manuscrit. J'attendis avec anxiété pendant des semaines, et lorsque enfin ils me demandèrent de me présenter, ils me parurent enthousiastes. L'un d'eux m'interrogea. « C'est une œuvre remarquable, mais M. Berkman serait-il d'accord pour faire sauter la partie sur l'anarchisme ?» Un second tenait à supprimer les chapitres concernant l'homosexualité en prison. Un troisième proposa d'autres modifications, et les choses continuèrent ainsi pendant des mois. Je m'accrochais à l'espoir que quelqu'un capable de discernement littéraire et humain accepterait le manuscrit. Je persistais à croire que nous allions découvrir en Amérique ce que Dostoïevski avait trouvé en Russie tsariste, un éditeur suffisamment courageux pour publier la première grande étude américaine sur une maison des morts, entre guillemets, en vain. Nous finîmes par décider de publier le livre nous-mêmes. Devant nos difficultés, je m'adressai à mon ami Gilbert E. Rowe,
Avocat de son état, anarchiste par affinité, et une des personnes les plus gentilles que j'eus l'heure de connaître. Dès notre première rencontre, des années auparavant, Gilbert et son épouse avaient compté parmi mes amis les plus loyaux et contribué très généreusement à nos activités. Depuis que Mother Earth existait, les Rowe avaient été les premiers à répondre à chaque appel à l'aide financière. Quand j'appris à Gilbert que le manuscrit de Sacha avait été refusé par de nombreux éditeurs et que nous voulions laisser à la Mother Earth Publishing Association l'honneur de porter le livre devant le public américain, mon ami répondit tout simplement « D'accord, nous allons organiser une soirée dans notre appartement et inviter un groupe de personnes à venir nous écouter, lire des passages du manuscrit. Puis nous lancerons un appel à souscription. » Lire l'œuvre de Sacha m'écriai-je alarmé. Je n'y arriverai jamais. C'est une partie de ma vie trop essentielle. Je vais m'effondrer, c'est sûr. Étant donné que mes activités publiques m'amenaient souvent à faire face à des milliers de personnes, Gilbert se gaussa à l'idée que je puisse me sentir nerveuse dans une petite rencontre privée. Lorsque j'arrivai avec le manuscrit, les invités étaient déjà chez les Rowe. Je n'étais pas loin de m'évanouir et commençais à avoir des sueurs froides. Gilbert me conduisit à la salle à manger et me servit un verre bien tassé en me taquinant. « Pour calmer vos genoux qui tremblent !» Nous nous rendîmes ensuite dans une pièce sombre où je disposais au-dessus du bureau de l'unique lumière de la pièce. Je commençai à lire. Peu à peu, l'assistance semblait disparaître et Sacha apparut à sa place. Sacha à Baltimore and Ohio Station. Sacha, comme je l'avais vu en prison dans son uniforme de détenu, et ensuite Sacha ressuscité à la gare de Détroit. Toutes les angoisses, tout l'espoir et le désespoir que j'avais partagés avec lui me remontaient à la gorge pendant que je parlais. Que ce soit votre manuscrit, que ce soit le manuscrit ou votre interprétation, observa Gilbert au bout d'un moment, c'est vraiment une œuvre immense. Avant la fin de la soirée, $500 avaient été promis pour aider à couvrir les frais de publication. Quelques jours plus tard, Gilbert me fit rencontrer Lincoln Stephen qui donna $200. Nous disposions donc de suffisamment d'argent pour compenser la composition du livre. Mais on nous déconseilla de sortir une œuvre de ce type au printemps. En outre, Sacha voulait retravailler le manuscrit une dernière fois. Avec des allées et venues à longueur de journée, notre appartement ressemblait à une ruche. Le local de Mother Earth n'était guère plus tranquille. Nous étions en permanence pris par des affaires liées au mouvement. Il fallut attendre l'été pour que Sacha puisse s'échapper dans notre petite cabane sur l'Hudson, afin d'effectuer l'ultime révision de ses mémoires de prison.